Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Ah non, là c'est l'autre. Voilà, il fallait Voilà. appuyer. Merci beaucoup d'être fidèle au poste. Comme chaque mercredi, ça fait longtemps à cause des fêtes de Sukkot que l'on ne s'était pas parlé. Et donc, il y a dans l'actualité économique, on va dire, plusieurs titres importants. Et le premier que vous vouliez mentionner, eh bien, il se rapporte aux caisses de retraite et aux avantages fiscaux des caisses de retraite créés par Moshe Kahlon, qui est toujours de facto le ministre des Finances. On a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, le ministre des Finances, on n'en parle plus. Et quelque part, il est important de rappeler son nom parce que, quelque part, on est dans une situation de crise, pas seulement politique, pas seulement judiciaire, mais également économique, puisqu'il n'y a pas de gouvernement de facto en Israël depuis près d'un an maintenant, et que cela a des répercussions économiques, y compris donc sur ces caisses de retraite. Expliquez-nous de manière plus précise. Oui. Vous étiez tous, nous et les auditeurs, sous la souka, mais quand on était sous la souka, le monde a continué de tourner. Et c'est très important ce sujet. Il y a des articles qui ont été publiés à ce sujet justement pendant Sukkot. Il y avait une crise en Israël, nous avons parlé ici, de l'épargne à long terme. Et à moyen terme, les gens n'épargnaient plus parce qu'il n'y avait plus d'avantages fiscaux. Une des choses que Moshe Kahlon a fait en 2015, et ça a été commencé en 2016, c'est de créer ce qu'on appelle Kupat Gemel, le HK, c'est-à-dire des caisses de retraite qui seront pour investir. Comme ça est le nom. De quoi il s'agissait? Chaque famille, chaque personne, par carte d'identité, pouvait mettre jusqu'à 70 000 shekels par an. C'est de l'argent qui est géré par les compagnies d'assurance, par les fonds par les compagnies d'investissement. Et l'intérêt de ça qu'ils avaient promis, c'est de dire, si vous avez 60 ans, et c'est surtout bien pour les gens qui approchaient cet âge, mais aussi pour les gens qui se disaient, une fois ou l'autre, comme ça, j'aurai de l'argent. Vous pourrez retirer cet argent dans certaines conditions sans payer, si vous avez des bénéfices, l'impôt actuel des plus-values qui est de 25%. Et donc, en plus de ça, ils ont décidé de faire que c'est un produit qui n'aura très, très peu de coûts, point de vue gestion. Et donc, ça a été une très, très grande réussite. 10 milliards de shekels ont été dedans. Ah oui. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait y avoir, on ne peut pas avoir comme ça en Israël dans le système législatif un produit qui n'a pas d'impôt. Il faut des lois, et il faut des takanot, des décrets. Et ce qui se fait, ça se passe par la commission des finances en Israël, la Vadat Aksafim. Maintenant, ceux qui sont chargés de ces coupons de Gemel, c'est la Reshut Shuk Ahon, on en a parlé souvent ici, a présenté, comme il devait, puisque là, c'était ça l'intérêt, ces avantages fiscaux et le fait que les gens pourraient retirer cet argent sans payer les plus-values. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y a quelques mois de ça, la Reshut Shuk Ahon, donc cette autorité, a voulu en même temps de ces décrets-là faire passer 2 autres décrets, point de vue pour aider les compagnies d'assurance, peu importe. Et la commission des finances a dit, attends, il y a 2 choses différentes. Il y a ces problèmes-là, ces avantages fiscaux et d'autres choses. Sépare-moi ça. Et donc, ils avaient été arrivés à la conclusion il y a quelques mois de séparer et de donner et de permettre ces avantages fiscaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu depuis mars à peu près un an, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus vraiment de commission de finances. Et donc, ces avantages, cette loi n'a pas été passée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus, ont dit, voilà, on a lu dans tous les jours, dans toute la presse israélienne, qu'on peut retirer cet argent sans avoir de bénéfice, sans en payer l'impôt, c'est des 25%. Et alors, on leur a dit non, mais c'est pas encore passé la loi. On attend, c'est pas encore passé, et donc vous ne pouvez pas le faire. Et c'est très grave, je pense, parce que ça, c'est un problème pour la confiance des épargnants par rapport, c'est surtout des épargnants qui mettaient un petit peu d'argent parce que lorsqu'un système comme ça, il ne marche pas. On peut dire que ce n'est que l'une des répercussions de la situation politique gelée actuellement. Oui, on en va parler. Il doit y en avoir d'autres, on en a déjà parlé. Et on va en parler d'ailleurs dans d'autres sujets. Et on va parler dans d'autres sujets, justement peut-être à travers la baisse des prix enregistrée au mois de septembre. Oui. Alors, en général, les baisses de prix, c'est salutaire, ça fait plaisir à tous les contribuables israéliens. Alors, est-ce que c'est tout simplement un geste, on va dire, ou du gouvernement en direction des contribuables à l'occasion des fêtes de Tishri, ou alors c'est le signe d'une récession israélienne qui est en train de se développer? Vous posez la problématique. Ce qui se passe, c'est que l'indice
du mois de septembre a été publié, moins 0,2%. Et c'est la suite de plusieurs indices négatifs. Ouais. Nous sommes, en un an, 0,3%, très loin de l'objectif assigné à la Banque d'Israël et par le gouvernement, entre 1 et 3%. Parce que si vous avez pas du tout d'inflation... Quand il n'y a pas d'inflation, c'est pas mauvais. Je vous expliquais. Les entreprises n'accepteront d'investir et de produire que s'ils savent qu'ils ont un bénéfice. Et donc, on considère que s'ils ne savent pas qu'ils auront au moins de 1 à 3% par an de pouvoir penser à une augmentation de leur prix, ce n'est pas rentable. Et c'est ce qu'on appelle la récession. Il y a une récession dans le monde entier, on en parle beaucoup. Mais en Israël aussi, l'indice, les statistiques ont revu hier à la baisse l'estimation de croissance du deuxième trimestre qu'on a parlé. C'est pas lié justement au fait ou à une période où les gens achètent beaucoup et donc on fait un effort dans leur direction pour baisser les prix peut-être? Rien du tout de ça. Au contraire, on devrait penser, il y aura peut-être en octobre les fêtes, quand vous dites un peu d'augmentation sur les produits frais, des fruits frais, des choses comme ça. L'immobilier augmente de 1%, mais c'est un problème parce qu'il y a si peu d'inflation. On en a parlé souvent, le fait que le shekel est extrêmement fort, est trop fort, et la conséquence immédiate d'ailleurs qui a été de ça a été une baisse un peu du shekel. Le shekel, c'est très très fort. Il a un petit peu baissé parce que les gens se sont dit, la Banque d'Israël a un objectif et peut-être c'est possible que le mois prochain, elle, pour la première fois, rebaisse les taux d'intérêt. On en parle et on verra. En tout cas, ça éloigne tout ce qu'ils avaient pensé d'augmentation des taux d'intérêt. Il faut le dire, nous en avons parlé souvent. Le directeur d'armée d'Israël a décidé de ne pas intervenir sur le marché d'échange, ce qui avait été pas comme avant. Alors, si les prix baissent, en tout cas, du côté de la compagnie Teva, ça grimpe. Et la compagnie Teva, qui a été plus d'une fois ces dernières années en difficulté, en particulier sur les marchés boursiers, eh bien, semble être prête à payer, dites-moi si je me trompe, 23 milliards de dollars pour ne pas être en procès aux États-Unis. Mais expliquez-nous de quoi il s'agit là. Oui. Un des grands problèmes des entreprises pharmaceutiques comme Teva, c'est pas la seule qui a fait ça en Amérique, a vendu des produits qui sont pour qu'on ait moins mal. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dedans des produits qui étaient de drogue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en passer. C'était illégal. Et ça commence les poursuites judiciaires. Et il y a actuellement des poursuites judiciaires contre Teva à propos de la composition de certains de leurs médicaments. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils risquaient de payer 50 milliards de dollars. Alors, 50 milliards de dollars. Ce qui aurait peut-être même mis Teva en faillite. 50 milliards de dollars, c'est beaucoup. Mais 23 milliards, c'est pas des... Alors, je vais vous expliquer comment ils ont fait ça. D'abord, ils payent en cash. C'est un accord qui est en train pratiquement terminé. Les avocats, d'ailleurs, s'assurent qu'il n'y aura pas d'autres poursuites. Une compagnie internationale, un consortium, même s'il est puissant comme Teva, et Teva est moins puissant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années, comment un consortium peut payer 23 milliards de dollars sans avoir un coup dans l'aile? Très bonne question. D'abord, ils vont payer seulement 250 millions de dollars cash, d'accord? C'est pas beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 10 ans, ils vont donner gratuitement des médicaments qui vont permettre de s'enlever de ce problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Attendez, ils vont créer des médicaments pour libérer les gens de l'addiction qu'ils avaient à ces médicaments. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont un coût qui est à peu près évalué entre 1 et 3 milliards. Ah, c'est d'accord. Et donc, ils se sont dit, vaut mieux, ça ne va nous coûter en fait 1 à 3 milliards de dollars et pas les 23 milliards qu'en vérité c'est fait. Maintenant, est-ce que Teva, vous avez posé la question, ne fera faillite ou pas? On ne le sait pas, parce qu'il y a encore d'autres problèmes. C'est surtout problématique du marché des médicaments génériques dans le monde entier. Alors, et donc, c'est ça qu'il faudra voir, oui. Alors, vous nous posez la question, est-ce que les Israéliens sont-ils plus riches aujourd'hui en 2019? Je crois avoir vu quelque part dans la presse ces derniers jours que les Israéliens, il y a plusieurs milliers de millionnaires israéliens qui en Israël. Combien il y en a-t-il exactement? Je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, ça se porte pas trop mal. Vous avez des bonnes lectures. Le Crédit Suisse fait une comparaison internationale des millionnaires et permet de voir la richesse des gens dans les différents pays. Maintenant, ce qui se passe, il y a 131 000
en dollars, millions 131 000 Israéliens qui ont $1 million. Mais attendez, ça veut dire qu'ils l'ont actif moins ce qu'ils doivent, d'accord? Ça peut être un appartement, ça peut être... Oui, c'est inclus les apportements, ça bien sûr. C'est pas ce que vous avez seulement à la banque, c'est qu'on considère. On considère en moyenne, si ça peut vous faire, je sais pas si vous êtes dedans, mais j'espère pour vous, que la moyenne des Israéliens, $200 000. Qui ont comme actif moins passif. Vous avez, si vous êtes dans la moyenne, vous avez... Mais ça veut dire y compris un bien immobilier. Y compris tout. Vous avez même vos chaussures, ce que vous avez, moins ce que vous devez aux banques ou aux différents trucs, c'est à peu près... Maintenant, qu'est-ce qui est très intéressant? C'est que Israël, c'est par habitant. Il faut voir, si vous avez 100 millions en Chine, comme maintenant, qui ont dépassé les États-Unis, ça ne veut rien dire parce qu'ils sont plus nombreux. Ouais. Par rapport au pourcentage de personnes, Israël est le 5e du monde. Ah oui. Après l'Amérique, le Hong Kong et qui a le plus de millionnaires. Qui a le plus de millionnaires en dollars. Ah oui, c'est ce qui est important. C'est bon signe alors. Oui, surtout que ça a augmenté, que vous demandez la question. On est plus riche, d'après les Crédit Suisse, on est plus riche de 3% depuis l'année dernière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous-même. Eh bien, non, moi, je n'ai pas remarqué véritablement, mais enfin, c'est une donnée assez intéressante et assez positive, malgré tout, en dépit de cette crise dont on parlait tout à l'heure. Un mot encore, vraiment en une phrase. Cette affaire qui a fait grand bruit pendant Chol HaMoed Sukkot d'une Israélienne qui a été un peu empoisonnée après avoir commandé dans un café Aroma à Tel Aviv une simple salade au thon. Apparemment, le thon était avarié et il y a tout un procès entre la compagnie qui a fourni ce thon et Aroma qui apparemment n'a pas bien conservé cette denrée alimentaire. Justement, c'est très très bien de le dire. Le thon, Villiger, c'est le nom, n'a rien à voir dans cette histoire. C'est pour ça qu'elle fait le procès. Le thon était très bon et c'est très important que je le dise aux consommateurs français, francophones. Continuez à prendre le thon Villiger. Le problème, c'était... Après le thé Vysotsky ce matin avec Eliana, on parle du thon. On fait de la publicité un peu cachée. Le problème, c'était le frigidaire à Aroma. Ouais. Et donc, vous pouvez continuer à manger du thon. C'est ça qui l'a mis en colère, que Aroma osait dire que son thon n'était pas bon. Bon, et bien voilà, on en a parlé. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets importants. On vous retrouve bien entendu avec plaisir la semaine prochaine pour votre chronique économique hebdomadaire. C'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Qualité.